Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans votre podcast intime et politique. Les filles d'Olympe, c'est une contribution pour des femmes fortes dans l'espace public, mais c'est aussi une filiation symbolique avec Olympe de Gouges, la première féministe moderne, qui payera d'ailleurs de sa vie son engagement politique. Épisode après épisode, ici, on construit cet héritage ensemble, à travers des réflexions, à travers des rencontres et des partages, mais aussi à travers des outils pour affûter votre discours, assumer votre place, incarner vos valeurs, étendre votre influence ou décupler votre impact. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, parce que nos impossibles sont des passages, des portes que nous n'avons pas encore ouvertes et qui méritent pourtant tellement de l'être. Ensemble, nous les ouvrirons, que dis-je, nous les défoncerons, avec toutes les tactiques dont nous savons faire preuve. Et pour cette saison 3, je vous propose des contre-feux. Contre-feux aux discours de plus en plus dominants, aux mots interdits, aux mots sacrilèges. Parce que nos récits de vie façonnent notre regard sur le monde, parce que nos doutes sont souvent des histoires qu'on nous a racontées, parce que revisiter l'histoire, c'est se donner le droit d'écrire la suite autrement. Alors, je vous emmène, c'est parti. Allons ensemble allumer le feu. Eh bien, mes filles d'Olympe, me voici de retour pour ce fameux épisode que je vous avais promis autour de vos messages, autour de vos lettres, autour de vos confidences concernant le TDAH et toute cette question dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, dont j'ai parlé aussi dans ma lettre de l'été que vous avez été nombreuses à lire et à commenter. Et donc, j'ai d'abord envie de commencer par vous remercier infiniment parce que j'ai reçu une avalanche de réponses, une avalanche de témoignages, de confidences, des récits de blessures aussi, de blessures qui ont été partagées peut-être avec moi, mais peut-être aussi avec des proches qui sont les vôtres. Et puis, j'ai aussi lu beaucoup d'espoir et puis quelques pieds de nez à l'ordre établi et je crois que c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, vous pouvez bien l'imaginer. Puisque peut-être qu'il s'agit de sortir ce qu'il faut faire pour mettre en place ce qui nous est possible. Et nous sommes des êtres humains, tous et toutes avec nos particularités. Il y a des diagnostics d'atypicité diverses qui peuvent être posés. Mais il y a aussi juste des êtres humains avec tout ce que nous sommes, toutes nos imperfections et toutes nos aspérités qui finalement fabriquent exactement qui nous avons besoin d'être, qui nous sommes, et que finalement cette espèce de modèle figé de personnes qui seraient parfaites, évidemment que nous savons très bien que ça n'existe pas, et nous avons peut-être ce grain de folie en plus. Et quand je dis nous, vous savez, ça concerne presque tout le monde en fait. À force de lire des choses et de vous entendre et de réfléchir à cette question, je me demande où ils sont ces gens normaux. Où sont-ils au fond ? Y en a-t-il véritablement ? Ça veut dire quoi être normal ? Enfin, c'est une question philosophique dont on pourrait débattre pendant longtemps. Mais j'avais envie de revenir sur toutes vos réponses, de revenir sur tous ces points que vous avez soulevés dans vos témoignages et dans tout ce que vous m'avez partagé, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose presque de politique à travailler avec cette question, puisque ce mouvement est tellement large, tellement divers, tellement passionnant, tellement varié et tellement inspirant au final, que je crois qu'il est très très important d'entendre ces voix de gens qui a priori seraient un peu fêlés. Alors, je ne sais pas qui sont les fêlés et qui ne sont les pas fêlés, mais je crois qu'il y a cette phrase qui dit « Heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière ». J'ai envie de vous l'offrir déjà en début d'épisode, parce que je crois que c'est de ça dont il s'agit. Donc je le disais, tout ce que vous m'avez écrit, ça mérite d'être entendu, ça mérite d'être diffusé. Et je crois en fait que ça mérite de l'être d'abord parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes qui se sentent un peu seules peut-être avec leurs particularités et qui se sentiront peut-être un peu moins seules après avoir écouté cet épisode ou après avoir consulté d'autres moyens, puisqu'il y en a énormément pour se documenter sur la question de l'atypicité en général.
Et aussi parce que j'avais envie de faire écho à vos expériences, parce que je crois que ces expériences-là, elles peuvent s'enrichir entre elles. Il y a mon témoignage et ce que j'ai bien voulu partager avec vous. Et puis, il y a tout ce que vous avez ajouté à ça et comment ça a enrichi le propos, comment ça a enrichi mes réflexions. En vous lisant, j'ai d'abord eu un profond sentiment de compréhension, d'abord de surprise, parce que je ne m'attendais pas à une telle avalanche de réponses. Ensuite, un vrai sentiment de compréhension, beaucoup d'empathie. Et puis aussi l'apparition de ce mot que j'utilise peu, la sororité. Je crois qu'il y a un vrai enjeu de genre en fait dans cette question-là, et c'est celle-là qui m'intéresse, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Alors oui, nous avons des fonctionnements atypiques et cette société, semblerait-il, ne veut que du typique. Et donc, elle nous donne du fil à retordre. Alors, je ne sais, très honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas où sont ces fameux typiques, à voir l'ampleur des formes d'atypicité qui existent dans cette société, l'ampleur aussi de cette prise de conscience de ces atypicités qui ne sont pas une nouveauté, mais qui n'ont pendant longtemps pas été traitées du tout, qui n'ont pas du tout été considérées et qui aujourd'hui explosent. Et il y a peut-être quelque chose d'autre qui explose et sur lequel je reviendrai certainement, c'est une forme de pathologisation de ces troubles ou de ces fonctionnements différents. J'ai envie de les appeler comme ça. Il y a quelque chose d'un peu pathologisant dans la manière dont certains médecins empoignent la question, dont certains scientifiques vont en parler. Et moi, je crois qu'au contraire, c'est un espace de créativité, un espace d'inventivité, d'innovation probablement. Et je crois d'ailleurs savoir que les grands centres d'innovation engagent des personnes qui ont des profils atypiques précisément parce que leurs idées sont nouvelles, leurs idées sont originales et leurs idées permettent de faire avancer le monde. Et je pense que si on prend les grands inventeurs de ce monde et qu'on les passait à la machine de tous les tests qui sont disponibles aujourd'hui, très probablement que nous aurions une grande part d'atypiques à disposition pour montrer comment ça a permis de faire bouger les lignes, que ça a permis de faire évoluer les regards qu'on peut avoir sur notre monde. Et je crois que notre monde aujourd'hui en a absolument largement besoin. Dans vos messages, il y a aussi eu quelque chose qui m'a profondément révoltée. Parce qu'on m'a parlé de ces enfants à l'école qui sont considérés comme des idiots ou alors qui sont déclassés simplement parce qu'ils fonctionnent autrement. Et j'ai repensé à ma propre scolarité et à ma propre enfance plus généralement. Et j'ai pensé à ces fameux vilains petits canards qui en réalité sont promis à devenir de très beaux cygnes, comme le conte nous l'a enseigné. Et si je prends cette métaphore, c'est parce que quand j'étais petite, je l'utilisais beaucoup pour moi. Je savais que j'étais un vilain petit canard, que j'étais pas bonne à l'école, que mes parents me trouvaient jamais à la hauteur, que j'étais pas la bonne petite fille qu'ils auraient voulu avoir, qu'il y avait toujours du bordel dans ma chambre, que je savais pas faire de bonnes notes, que je comprenais rien en maths, que j'étais incapable de piger comment fonctionnait le système des bases. Je sais pas si vous êtes de la génération où on vous a enseigné ça à l'école, mais pour moi il y avait aucune logique dans ce système et je ne l'ai jamais compris malgré les efforts de quelques profs qui ont essayé de me le faire comprendre et je me sentais totalement inadéquate. Et je me disais très souvent ça, je me disais ok, je suis un vilain petit canard, très probablement, et dans mon système familial on me le faisait sentir tous les jours, que j'étais un vilain petit canard parce que j'étais jamais comme il fallait être visiblement, mais j'avais la conviction profonde que j'allais devenir un très très beau cygne. J'étais absolument persuadée que j'étais arrivée dans une famille de cygnes, que j'étais le défaut qui ressemblait donc à un canard, mais qu'au final, c'est moi qui allais devenir un cygne. Et j'ai eu cette conviction très très profondément ancrée depuis toute petite, et je crois que ça m'a aidée à grandir, ça m'a aidée à devenir qui je suis aujourd'hui, ça m'a aidée à dépasser toutes sortes de difficultés que j'ai pu rencontrer et que je rencontre encore, parce que au fond de moi, très très au fond de moi, il y a encore la conviction que je suis un cygne. Alors ces histoires d'enfants qu'on met de côté, qu'on installe au fond de la classe, qu'on ne considère pas,
Eh bien, je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi parce qu'en plus, moi, je venais d'un milieu familial ou d'un milieu social qui n'était pas favorisé par mes profs à l'école obligatoire. Et donc, j'étais de toute façon promise à une vie un peu pitoyable comme mes parents l'avaient. C'est pas du tout forcément la réalité, mais c'est ainsi que c'était perçu. Et donc, de toute façon, il n'y avait pas vraiment d'espoir de me sortir de mon ornière. Et donc, bien sûr, j'aimais lire, mais tout le reste, c'était la catastrophe. Et donc, bien évidemment qu'il n'y avait pas vraiment de raison de me soutenir, il n'y avait pas vraiment de raison de m'aider à comprendre un peu mon fonctionnement. Je peux pas être totalement injuste parce qu'il y a eu des exceptions. Il y a eu, je pense notamment à une prof qui a essayé de comprendre comment je fonctionnais, et puis qui a essayé de m'accompagner, de me soutenir. Et je lui en serai éternellement reconnaissante. Mais il y a eu tous les autres qui ont été quand même assez peu intéressés à mon cas, assez peu intéressés à ce que j'allais bien pouvoir devenir, puisque j'avais des parents qui étaient pas très très bien classés socialement, selon eux, et évidemment pas selon plein d'autres critères. Et moi, je me suis réfugiée dans les bouquins. On va voir que je suis pas la seule, j'en parlerai tout à l'heure, je vais pas trop approfondir cette question-là maintenant, mais ça m'a permis en fait de survivre, très certainement. Donc être un cygne et me réfugier dans les bouquins, ça m'a franchement aidée. J'ai aussi été passionnée par les repères de biais de genre, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dont on doit absolument s'occuper. Parce que vous avez aussi parlé de ça dans vos courriers et vous avez parlé par exemple de tests qui n'avaient pas été réussis ou pas adoubés au moment où vous vous êtes intéressé à votre éventuel TDAH et où on n'a pas reconnu les différents signes. Et ça m'a vraiment intéressée, ça m'a agacée bien sûr prodigieusement, mais ça m'a aussi beaucoup intéressée parce qu'on sait aujourd'hui que les recherches scientifiques sur la question de la typicité, sur la question du TDAH, puisque c'est de ça dont on parle, on sait aujourd'hui que ces recherches elles se sont appuyées sur le fonctionnement des garçons et pas sur le fonctionnement des filles. Et nous savons par ailleurs que l'éducation des garçons, elle n'est pas tout à fait la même que celle des filles. Nous avons prouvé grâce à plein d'études que les garçons étaient souvent éduqués plutôt pour sortir du cadre, alors que les filles sont éduquées pour y rester. Et il y a quelque chose de très très traditionnel dans cette manière de concevoir la place des uns, des unes et des autres d'ailleurs, puisque le champ du genre s'étend, enfin, qui doit rebrasser ces cartes-là et qui doit permettre de faire que chaque personne puisse prendre sa place telle qu'elle est. Le problème, c'est que les recherches scientifiques qui ont été menées sur le fonctionnement TDAH l'ont été par des scientifiques qui visiblement n'étaient pas très au clair sur les biais de genre et donc ont catégorisé l'hyperactivité par exemple dans le fait de bouger, de bouger dans tous les sens, d'être incapable de rester tranquille, de devoir sans arrêt se tortiller sur sa chaise ou avoir besoin de bouger, de se lever, etc. Donc une hyperactivité plutôt physique. Alors que nous savons aujourd'hui que l'hyperactivité cérébrale, qui est peut-être plus le lot des filles, est extrêmement répandue et que c'est aussi un signe et un marqueur qui peut montrer la présence d'un TDAH. Et donc, on sait aussi aujourd'hui que le nombre de filles concernées par le TDAH est à peu près équivalent à celui du nombre de garçons, alors que pendant très longtemps, on a pensé que c'était un trouble qui concernait plus régulièrement les garçons. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de bouger aussi et qui peut aussi remettre en question un certain nombre de diagnostics puisque les filles, bien entendu, sont concernées aussi par ce trouble, même si ça se manifeste peut-être de manière différente parce que nos éducations sont différentes. C'est pour ça aussi qu'il est important parfois de prendre de la distance avec les tests. Même si personnellement je suis plutôt une adepte de ces validations scientifiques, parce qu'elles ne sont pas là pour rien, elles ont été étudiées, donc je veux bien comprendre et reconnaître qu'elles sont très utiles. Et je suis pas en train de vous emmener sur un terrain du complot où on serait contre nous et Dieu sait quoi, pas du tout. C'est pas du tout mon propos, mais je propose simplement de prendre un peu de distance parfois avec ça ou d'interroger des résultats de tests parce que ces résultats, ils sont basés aussi sur toute une série de biais de genre qui n'ont pas du tout été pris en compte et qui commencent à peine de l'être. Même si c'est important d'être suivi par des spécialistes qui comprennent les atypicités dont nous sommes les dépositaires, disons-le ainsi, et peuvent l'expliquer, parce que moi j'ai besoin d'explications, j'ai besoin de pouvoir me confronter aussi à des regards scientifiques. Donc de ce point de vue-là,
j'entends tout à fait que ça a du sens. Pour moi, je pense qu'il est aussi important de se fier à ces ressentis parce que la médecine et la science en ont aussi besoin. Les recherches sont récentes et elles ont encore besoin d'être affinées. On voit qu'elles sont en train d'évoluer, qu'elles sont en train de bouger et qu'il y a des choses qui peuvent encore être vues différemment ou être appréhendées avec de nouvelles connaissances qui vont changer aussi le regard qu'on porte sur le TDAH et la place peut-être qu'il a dans cette société. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de m'employer à faire. Et puis, vos témoignages m'ont vraiment très clairement conforté à ce sujet. Revenons à vos courriers. J'ai pointé 5 points à vous partager, dont certaines choses que j'ai déjà évoquées un petit peu, mais je vais y revenir à travers ces 5 points. Le premier, c'est ces étiquettes qu'on nous colle dessus depuis notre enfance. Beaucoup de vos mots m'ont frappé à ce sujet. Alors, j'ai déjà parlé du fait que on qualifiait des enfants d'une des personnes qui m'a écrit d'idiotes parce qu'elles ont besoin de soutien ou elles ont besoin de mesures appropriées. Et donc, on ne les considère pas dans leur classe alors qu'elles sont tout à fait intelligentes et tout à fait capables de réaliser plein de choses tout à fait importantes pour elles. Cette personne-là dit beaucoup à quel point elle doit accompagner ses filles pour leur dire qu'elles ne sont pas bêtes, pour leur dire que c'est leur cerveau qui fonctionne différemment, qu'en fait c'est une force, que leur créativité et leur unicité c'est une force. Et donc c'est le travail des parents de contrecarrer un peu ce discours dominant qui part de l'idée que les personnes ne seraient pas à la hauteur ou ne seraient pas faites pour un système scolaire habituel. L'école obligatoire, je crois qu'elle a encore beaucoup à apprendre à ce sujet. Elle a aussi beaucoup à déconstruire, probablement, sur ces questions-là, pour accueillir des enfants qu'on considère encore comme différents. Moi, ça me bouleverse beaucoup. Parce que j'étais cette petite fille qui oubliait tout le temps ses affaires. J'étais cette petite fille qui était incapable de consigner très bien ses devoirs dans son cahier. J'étais cette petite fille qui avait toujours des notes insuffisantes en écriture et tenue des cahiers, qui était une des rubriques qu'on voyait tout le temps parce que je voyais pas du tout l'intérêt de tenir ça correctement. Enfin, je voyais pas du tout l'intérêt de plein de trucs à l'école. Et donc, je me souviens aussi que vu que j'oubliais tout le temps mes affaires, je devais repartir le mercredi après-midi avec mon vélo, téléphoner au concierge pour qu'il m'ouvre la classe pour que je puisse aller chercher le cahier dont j'avais besoin pour mes devoirs du lendemain. Et c'était des humiliations perpétuelles à chaque fois. Je détestais faire ça, mais j'ai dû le faire des dizaines de fois parce que j'oubliais toutes mes affaires tout le temps. Et donc, je voyais bien dans les yeux de certains profs qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour moi et que personne n'imaginait que j'irais un jour faire des études puisque j'étais non seulement bizarre, puisque j'étais très nulle en maths et très bonne en français. Et il y avait ce soupçon que j'avais pas vraiment envie et que le « si tu veux, tu peux » revenait souvent dans la conversation. C'est-à-dire qu'on attendait de moi que je fasse un effort puisque visiblement j'étais pas idiote. Pourquoi j'étais si nulle en maths, personne ne pouvait vraiment le comprendre. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a frappé dans vos courriers, c'est que ces bizarres et ces dans la lune sont aussi parfois qualifiés de touche à tout. Et quand on est touche à tout, voyez-vous, c'est qu'on fait tout mais rien et qu'on fait tout à moitié et que nous ne sommes bonnes dans rien et qu'il n'y a pas une spécificité qui nous est familière. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement problématique en termes d'étiquette. Et donc là-dessus, vous en avez parlé et je le relève parce que ces touche à tout, en fait, sont des êtres absolument fabuleux avec plein de compétences, plein de richesses, plein de connaissances. Et donc, il n'y a aucune raison que le touche à tout soit aussi négatif. Moi, j'y vois en tout cas une richesse totalement incroyable. Le deuxième point que j'ai relevé, c'est les refuges. Et les refuges, dans vos courriers et dans ma vie également, c'est les livres. C'est les livres, mais c'est aussi les rêves. Les rêves qui deviennent parfois des bouées. Parce qu'on imagine la vie qu'on va avoir, on se plonge dans des histoires et la lecture, pour ça, est magnifique et merveilleuse. Il y a une personne qui m'a écrit, par exemple, et qui me disait « Le rôle des livres et des rêves comme refuge, c'est tellement vrai, ça a été ma survie. Moi, je me planquais dans ma chambre pour lire, je me planquais partout pour pouvoir lire, et c'est ça qui a fait que j'ai été qualifiée de bizarre, certes, par mon milieu, mais en même temps, c'est ça qui m'a permis de grandir. » Ce témoignage-là, il m'a beaucoup touchée parce que j'aurais pu l'écrire. J'aurais pu l'écrire parce que moi, c'est exactement ça que j'ai fait, je vous l'ai déjà dit, sans mes lectures, sans mes livres que je dévorais à peu près tout le temps, durant tout mon temps libre, sans tout ce que j'inventais dans ma tête, sans toutes ces vies futures que je projetais dans mon existence, je sais pas où je serais aujourd'hui. J'ai passé des heures à me plonger dans des univers parallèles parce que dans celui-ci, dans ce monde-là, dans le monde dans lequel je vivais,
j'étais pas vraiment à ma place, j'étais un peu étriquée, c'était toujours un peu trop court. Et donc, je rêvais à ma vie future. Je me souviens que je disais que je voulais vivre à Paris avec un chat. Je voulais aller à Zurich pour voyager parce que je rêvais d'être hôtesse de l'air, ce qui était mon moyen de pouvoir accéder au voyage, en tout cas dans ma tête de petite fille. En fait, je voulais aller partout où l'horizon s'ouvrait et me faisait entrevoir un ailleurs. Et donc, à la fois les livres qui ont été une véritable ressource et qui m'ont permis d'ouvrir mes yeux sur des univers inexplorés, et puis à la fois les voyages ou cette perspective de voyage dont j'avais tellement envie, parce que c'est ça dont j'avais l'impression que ça allait être mon salut en fait, et que ça allait me permettre de pouvoir découvrir d'autres fonctionnements, d'autres cultures, d'autres vies, et que ces rencontres-là allaient transformer mon existence. Je crois que c'est un petit peu le cas. C'est quand même un petit peu ce qui s'est passé. Il y a des traces quand même. Si on reprend un peu nos enfances et qu'on essaye de voir comment on se projetait dans l'âge adulte, il y a des choses quand même qui se sont mises en place, même si c'est pas dans la forme dont on les imaginait à ce moment-là. Troisième point, c'est les cycles. Les cycles, c'est ces sujets dont on croyait qu'ils étaient réglés, mais qui reviennent. Et les retours cycliques, ils sont aussi assez présents dans nos vies de TDAH. Il y a par exemple une personne qui me disait oui, tu rebouilles dans le sens tu vas touiller dans ton vieux chaudron des souvenirs qui datent d'il y a longtemps. Alors c'est intéressant de découvrir ou de redécouvrir des situations qui paraissaient normales alors que non, en fait, elles ne l'étaient pas. Et ça nous permet à chaque fois de retourner dans ce fameux chaudron pour aller rebouiller justement, pour aller comprendre comment on peut se découvrir différemment, comment on peut se connaître autrement quand on prend conscience de ce genre de particularité ou de singularité. C'est comme si ça nous permet de nous retrouver, de nous redécouvrir en creux. C'est une autre manière de nous connaître, c'est une autre manière de prendre conscience de notre fonctionnement et c'est ces couches en fait qui vont permettre de dévoiler des aspects de nous différents de ce qu'on avait vu jusque-là et qui permettent aussi de faire émerger ces sensibilités atypiques et puis peut-être les singularités et les forces qui peuvent survenir de ces moments-là. Le quatrième point que j'ai retenu, c'est ce que j'ai appelé la reconquête. C'est le fait d'assumer son trop. Et ça aussi, c'est beaucoup revenu dans vos messages. Vous avez utilisé plein d'images absolument magnifiques et j'en garde une particulièrement qui disait « Pour ceux que ça dérange, sortez vos lunettes de soleil ». Pour ceux que ça dérange, sortez vos lunettes de soleil. Oui, car nous sommes des êtres brillants, nous sommes des êtres brillantes. Et c'est ça, c'est pas nous qui brillons trop, mais c'est parfois les autres qui n'ont pas la bonne paire de lunettes. Et donc je vous invite à continuer de briller, continuer de scintiller, continuer d'être qui vous êtes avec toutes ces particularités, parce que ce qui vient aussi souvent, c'est le fait d'assumer ces particularités, assumer ces couleurs. Il y a une personne qui m'a dit que je rendais possible les impossibles en ouvrant cette voie et en montrant l'exemple avec mon authenticité ou mon naturel, sans cacher les doutes ou les difficultés que je pouvais rencontrer. Et je crois en fait que c'est là la voie que j'ai envie de vous proposer. C'est une voie dans laquelle tout n'est pas rose, tout n'est pas fantastique, tout n'est pas simple, tout n'est pas résolu d'un coup, mais il y a des possibilités, il y a des voies de traverse, il y a des chemins empruntés qui sont peut-être nouveaux et qui nous permettent d'aller à la rencontre de nous-mêmes et de pouvoir nous accueillir avec toute cette richesse immense qui fabrique les gens qui sont concernés par tout ce champ des atypicités. Donc, assumer, c'est pas dire que tout est simple. C'est dire, je suis comme ça, et c'est ça, précisément, qui est ma force. Et puis le cinquième point et le dernier, c'est la communauté. C'est cette tribu des filles d'Olympe que nous fabriquons, cette tribu qui existe bel et bien, et puis qui nous permet de ne pas être seuls, de ne pas rester seuls avec nos particularités. Alors vous avez déjà trouvé moult possibilités de pouvoir en parler autour de vous, mais c'est là que j'ai envie de vous parler du terme de AUDHD. Les AUDHD, c'est les personnes qui sont à la fois diagnostiquées d'un TSA, donc d'un trouble du spectre autistique, et de TDAH, à quoi vient parfois se mêler un HPI ou un THPI, c'est-à-dire un haut potentiel ou un très haut potentiel intellectuel, qui vont avoir bien sûr un impact sur le fonctionnement qu'on peut avoir dans cette société. Et donc plus nous cumulons les atypicités, et il semblerait que très souvent les personnes cumulent plusieurs types d'atypicité, plus nous sommes éloignés du modèle sociétal qu'on essaye de nous vendre, même si encore une fois, on se demande bien d'où il vient ce modèle et comment il pourrait être remis en question et comment il l'est de fait par simplement nos existences et nos fonctionnements.
Il y a eu un témoignage qui m'a touchée, une personne qui m'a dit qu'elle était cousine de mon profil puisqu'elle était elle-même diagnostiquée AUDHD. Et elle me disait qu'elle avait senti chez moi une faille ou une fêlure de ce genre. Et en fait, elle s'est reprise en disant non, pas du tout, c'était pas une faille ou une fêlure, c'était une lumière. Et c'est cette lumière qui te rend exceptionnelle, m'a-t-elle dit. Et en fait, j'ai envie de vous retourner cette phrase-là parce qu'elle concerne nous toutes, en fait. Nous sommes des êtres absolument exceptionnels et c'est important de nous en souvenir. Nous sommes les signes. Souvenons-nous de cette anecdote du début de cet épisode. Nous sommes des signes. Nous avançons dans le monde avec ce port de tête-là précisément. J'ai beaucoup discuté de ces questions de THPI et de troubles du spectre autistique avec une amie qui est diagnostiquée de ces deux particularités-là. Et en fait, avec elle, nous avons aussi pointé du doigt le fait que le monde francophone était très, très en retard sur les questions de biais de genre et notamment sur les femmes concernées par ce type de diagnostic, encore une fois, et qu'il y avait quelque chose à faire bouger de ce point de vue-là, puisque les anglophones sont beaucoup plus avancés que nous. Et donc, une fois de plus, nous revenons sur les biais de genre qui va devenir, je pense, un leitmotiv autour de cette question-là, en tout cas dans tout ce que j'aurais envie de communiquer avec vous, même si je ne me contenterai pas de communiquer sur ce sujet, vous l'avez bien compris, on va pas encore nous enfermer dans une nouvelle boîte, je crois qu'il n'en est pas question du tout. Et puis j'ai envie de vous parler du témoignage d'une autre personne qui m'a écrit et qui disait « Je cherche des modèles rassurants de personnes qui me prouvent qu'elles s'en sortent et qui arrivent à développer leur activité, même si le chemin n'est ni tout droit, ni celui que tous les bons conseillers veulent nous faire emprunter. » Et ça, c'est très précieux aussi, parce que ça dit une chose. Ça dit que nous avons besoin les unes des autres. Ça dit que ça nous rappelle aussi que rien n'est impossible, que oui, parfois c'est difficile, mais que ça vaut le coup. Et qu'il est très très important de trouver des personnes avec qui nous pouvons discuter, avec qui nous pouvons échanger, avec qui nous pouvons voir que nous ne sommes pas si originales ou si atypiques que ça, que nous sommes simplement des êtres vivants, des êtres humains en marche, et que c'est important de nous souvenir à quel point il est important d'être en marche. Nous sommes vivantes, alors prouvons-le ou vivons-le complètement. Et c'est ça que j'ai envie de construire avec ce podcast. C'est vraiment la communauté que j'ai envie de construire avec vous. C'est pas un monologue ou juste des dialogues parfois, mais c'est aussi des espaces où vos voix comptent autant que la mienne. Et je crois que c'est ainsi que nous allons pouvoir avancer ensemble. Donc, on va pas s'enfermer dans un diagnostic. Nous n'avons pas le TDAH, comme je l'ai entendu sur certains réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui se définissent comme ayant le TDAH, comme si elles avaient la varicelle ou le cancer. Et non, en fait, on n'a pas le TDAH. Nous sommes concernés par un trouble particulier. C'est tout. Mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes des êtres aimants, nous sommes des êtres détestants, nous sommes des êtres en marche, nous sommes des êtres vivants, avec tout ce que ça peut, impliquer. Donc, je n'ai en aucun cas le TDAH, simplement que j'ai une relation avec ce trouble qui éclaire ma vie d'une manière nouvelle, d'une manière différente, et c'est la seule chose qui m'intéresse en fait. Donc, nous ne sommes pas des problèmes à soigner, nous sommes des êtres originaux, des êtres vivants, des êtres pleins de vie, pleins d'originalité et pleins de capacités particulières qui peuvent apporter une voix nouvelle dans ce monde. Alors voilà, cet épisode, c'était avant tout un immense merci pour tous vos témoignages, pour tous vos mots, pour toutes vos histoires, pour toutes vos blessures partagées, pour tous vos espoirs, et j'aimerais que ça continue. Donc, si cet épisode résonne pour vous, si vous voulez ajouter votre voix, vous pouvez me contacter, bien entendu. On peut se retrouver sur Instagram aussi, sur mon compte, dont vous retrouverez les liens dans les notes d'épisode. Et puis, vous pouvez bien sûr continuer de m'écrire ou continuer de m'envoyer des questions si vous en avez. Pour l'instant, vous le savez, je suis pas en chemin, je vous parle pas comme une spécialiste. Il n'est pas impossible que je le devienne, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc, j'essaie pas de me poser comme quelqu'un qui saurait mieux. Je suis quelqu'un en chemin, tout comme vous. Et nous avons la chance de pouvoir nous parler, de pouvoir nous enrichir mutuellement. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Donc ici, on va pas se cantonner au TDAH, comme je l'ai dit. On va travailler sur nos facettes de puissance, sur nos facettes de brillance, sur nos facettes de scintillance, parce que c'est ça qui est important. C'est notre place dans l'espace public qui compte. C'est quelle voix on a envie d'apporter dans cette société et dans ce monde. Et donc, les filles d'Olympe restent le podcast de celles qui ont envie d'être entendues, qui ont envie de faire leur chemin dans cette société. Et vous allez voir que les choses vont aller dans ce sens-là et que vous n'avez pas terminé de découvrir les surprises que je prépare pour vous durant cet automne. Mais pour terminer cet épisode, je vous répète simplement cette phrase qui pourrait bien devenir un mantra.
Ceux que ça dérange, sortez vos lunettes de soleil. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour un nouvel épisode. Pour les étoiles, je crois que vous étiez au courant.